Salam alaikum. Je suis Slimane, je suis anesthésiste réanimateur à Lille. Avant de commencer, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc là, je vais vous faire en fait, peut-être en 20 minutes, un peu peut-être plus, 25 minutes, une présentation sur la CPAP de Bozignac, que vous connaissez tous. Donc, en premier, j'ai aucun conflit d'intérêt avec quel que soit X, donc que ce soit des industriels ou un labo en fait, pharmaceutique. Je tiens à le signaler. En tout cas, on commencera par des définitions et généralités. Donc, la CPAP, ça vient en fait d'un mot en, fait, en anglais, c'est Continuous Pressure Airway Pressure. Ça veut dire que c'est un mode de ventilation en pression continue, c'est la PPC. C'est une technique qui est toute simple de ventilation non invasive avec laquelle le patient ventile d'une façon spontanée, mais avec un niveau de pression positif, mais qui reste constant, tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Donc, il faut savoir que le mode PPC, c'est-à-dire pression positive continue, donc se fait par trois dispositifs. Donc, il y a un ancien en fait, système, c'est ce qu'on appelle le système à débit continu et valve de contrainte. Donc, c'est un vieux en fait, système qui n'est plus en fait utilisé. Il y a en fait un autre système qui est le système avec valve à la demande. C'est à vrai dire, c'est la CPAP qui est intégrée dans des respirateurs de réanimation où il y a certains en fait respirateurs de transport. Et puis donc là, on arrive à la CPAP de Bozignac qui a été en fait qui se retrouve assez récemment par Monsieur Bozignac, donc l'inventeur de ce dispositif, tout en sachant c'est quelqu'un en fait d'immigré qui vient en fait de, je pense que c'est un Croate et qui a inventé ça en France. Alors, donc, pourquoi la CPAP de Bozignac? Donc, actuellement, vous savez très bien qu'on traverse cette pandémie de Covid-19 qui nous pose des défis inédits, que ce soit dans l'afflux brutal des patients qui arrivent dans un état critique en insuffisance respiratoire aiguë dans la prévalence dans le Covid-19 entre 15 à 20%. Dans 14%, c'est des formes sévères qui nécessitent une oxygénothérapie et une hospitalisation. Dans 6%, voire entre 5 à 6%, ça dépend les statistiques, on se retrouve en réanimation. Et ça pose un autre problème de contrainte de matériel, surtout en fait l'accès à la ventilation mécanique, c'est en fait tout simplement les ventilateurs de réa, dignes de ce nom. Et puis en fait, il y a aussi en fait une contrainte de personnel qualifié parce que le problème c'est d'essayer en fait d'éviter en fait le maximum de mortalité. Et puis en fait les patients qui rentrent en réanimation, il faut qu'il y ait un personnel qualifié, capable de prendre en charge ces patients graves. Donc, le but en fait, c'est d'essayer de réduire ou d'amortir le choc et de solliciter, de diminuer en fait d'amortir, pardon, le choc sur la réanimation en diminuant en fait le stress là-dessus. Bon, donc les solutions viennent vite parce que face à une pandémie, il faut réfléchir vite, il faut trouver en fait des solutions pour pouvoir prendre en charge les patients. Et du coup, donc, il faut créer des unités de soins intermédiaires qui sont capables de gérer des patients en général défaillants respiratoires. Donc, je parle en dehors de la réanimation ou des soins intensifs ou des soins continus. Et ces unités permettent d'assurer une stabilisation de ces patients. Pourquoi pas passer un cap, peut-être avec la CPAP de Bozignac, et surtout en fait de retarder cette prise en charge en réanimation de quelques heures, voire de quelques jours, le temps d'avoir de la place en réanimation et pouvoir les prendre secondairement, ces patients graves. Donc, ces unités doivent être capables de faire de la CPAP, de faire de la VNI, pas de la VNI de réanimation avec des ventilateurs sophistiqués, et peut-être, pourquoi pas, faire de l'oxygénothérapie à haut débit, qui est connue en fait sous Optiflow, mais on dira en fait juste en fait oxygénothérapie à haut débit. Et surtout, en fait, il est important d'étendre ces techniques
et d'en formaliser en fait les applications afin en fait de garantir, c'est très important, si on utilise ces dispositifs, donc ça pose des soucis de sécurité et de contamination aussi bien en fait des patients et surtout en fait les soignants et en finale on va essayer de réduire vraiment la charge sur les services de réanimation et de soins intensifs et puis en fait d'épargner pourquoi pas ces ventilateurs qui sont tant chers pour prendre en charge nos patients. Alors, comment ça fonctionne? C'est un système qui est ouvert. Donc, il permet de créer une pression positive continue par le biais d'une turbulence. Cette turbulence, elle est créée comment? Elle est créée par l'effet d'une dépressurisation, donc d'un débit de gaz frais qui s'engouffre à travers une chambre annulaire qui se retrouve au niveau de la CPAP. Et du coup, l'oxygène est accéléré par des microcanalicule qui sont situés dans cette paroi de la canule de Bosniac. Ils sont en fait accélérés à des vitesses soniques. Et puis, ils vont subir un freinage par des déflecteurs qui renvoient cet oxygène qui arrive à haut débit vers en fait la colonne centrale de la CPAP, ce qui permet en fait de créer une espèce de valve où en fait les molécules d'oxygène vont générer une turbulence et cette turbulence se transforme en pression. Donc c'est cet oxygène, voire oxygène air propulsé en toute vitesse se transforme en pression. Donc, cette zone de turbulence, en fait, elle agit d'une façon bidirectionnelle. Ça permet, en fait, de maintenir une pression positive dans le poumon, ce soit, en fait, une inspiration, et aussi, en fait, de créer un frein expiratoire, ce qui permet, en fait, d'avoir une certaine PEP pour le patient. Donc, la pression, à vrai dire, donc, dépend de débit de gaz frais et du débit en fait inspiratoire du patient. On va y revenir sur le débit inspiratoire du patient. Et donc, comme ce système en fait est ouvert, donc le patient, s'il lui manque en fait de l'air, si en fait le débit qu'on a administré à un autre patient est insuffisant, comme ce système en fait il est ouvert de l'autre partie de la CPAP, il peut bien faire appel à de l'air à l'extérieur afin de compléter son besoin en air, à vrai dire. Donc, tout en sachant, vous savez très bien que le patient, des fois en détresse respiratoire, il peut mobiliser entre 20 jusqu'à 120 litres par minute. C'est énorme. Donc c'est pour ça il y a cette ouverture qui permet de compléter le débit requis pour le patient. Il faut savoir que c'est un système qui assure une certaine sécurité pour le patient parce que la pression intra-alvéolaire ne dépasse pas la pression créée dans cette valve virtuelle. Et puis en fait, s'il y a en fait un excès, donc comme c'est un système en fait ouvert, il est rejeté à l'extérieur en fait de la CPAP. C'est pour ça en fait il y a cet effet bidirectionnel. Et puis en fait le passage d'air vers le patient est régulé est régulé en fait par la compliance elle-même, la compliance pulmonaire du patient lui-même. Donc c'est-à-dire il y a une espèce d'adaptation de la physiologie du patient au débit et à la vitesse en fait, d'inspiration, voire en fait à la vitesse avec laquelle le débit d'oxygène arrive dans notre patient. Alors, les indications classiques, vous la connaissez très bien. Donc, la CPAP, elle est connue dans le choc cardiogénique, dans la prise en charge pré-hospitalière, dans le traitement de l'OAP cardiogénique, que ce soit en fait ischémique ou autre. Et puis, donc, il est utilisé aussi au bloc opératoire dans le cadre d'induction pour éviter des recrutements alvéolaires et même en post-extubation dans les soins, dans les SSPI, c'est-à-dire les soins post-interventionnels. Et aussi, c'est connu aussi en réanimation, en réduisant les complications respiratoires
post-extubation. Et puis, donc, il peut être utilisé comme support ventilatoire chez les patients au stade final du cancer. Alors, maintenant, c'est quoi les indications dans le Covid? Donc, l'OMS et aussi, en fait, l'Agence européenne d'intensive care médecine, aussi bien, en fait, la Société américaine d'intensive care médecine, donc, recommande l'utilisation du support, en fait, ventilatoire, c'est-à-dire non invasif, que ce soit l'oxygénothérapie à haut débit ou bien, en fait, la CPAP chez des patients qui présentent un Covid-19 avec une hypoxémie, mais bien sûr sans qu'il y ait en fait recours immédiat à l'intubation. Donc généralement cette hypoxémie, elle est définie d'une façon grossière par un débit, par un besoin en oxygène supérieur à 6 litres par minute et pour avoir une saturation supérieure à 92%. Et puis en fait, c'est des patients aussi qu'on peut en fait proposer on peut en fait proposer à des patients qui présentent une altération de la compliance. D'accord? C'est le profil en fait H de la pneumonie Covid-19. Et puis en fait là, d'après le retour d'expérience de nos confrères italiens et espagnols, voire aussi en fait, chinois. Donc, ils trouvent que ce dispositif, donc la CPAP, permet en fait d'éviter l'intubation dans certains cas, voire et aussi en fait de réduire cette pression sur la réanimation. Donc, quel est le matériel utilisé? Donc, vous connaissez très bien, c'est la CPAP de Bosignac. Elle est dotée d'un connecteur donc vert, qui c'est le connecteur en fait qui permet d'administrer l'oxygène et aussi en fait l'air. Vous avez la partie la partie annulaire qui s'accorde avec le filtre et le masque. Et puis en fait vous avez la partie en fait blanche là, c'est la partie où bien c'est le dispositif qui permet de mesurer la pression qui règne dans la CPAP. Alors on est toujours dans le matériel utilisé, donc on a recours à des masques de VNI avec harnais. Donc tous les masques de VNI sont utilisables, bien sûr, sauf les masques avec fuite intentionnelle. Donc ceux-là, il faut pas les utiliser parce que il y a une exposition virale. Donc il y a en fait un risque réel de contaminer votre personnel. Et puis, en fait, le masque doit être adapté à la taille du patient. Donc, vous avez les différentes tailles, donc petite, moyenne et large. Et surtout, en fait, quand on met en fait le masque, il faut essayer d'assurer l'étanchéité au maximum pour que la CPAP soit efficace sur notre patient. Et puis, si vous voyez qu'il y a un peu des fuites, nous, généralement, on met un peu de conformel au niveau des zones de fuite pour réduire les fuites. Voilà. Alors, et puis, donc, on peut aussi utiliser le masque facial d'anesthésie. Donc, vous avez différentes tailles pour les petits, pour les grands. Généralement, chez l'adulte, on utilise la taille de 4 jusqu'à 6 avec des codes couleurs. Ils sont dotés de crochets de fixation et qui permettent d'accrocher le harnais de fixation, qui c'est une espèce de serre-tête à 4 branches. Et puis, en fait, cet harnais, il est en fait réutilisable. On peut en fait le laver et le réutiliser pour d'autres patients. Et puis, ces masques, vous savez qu'ils sont en fait dotés d'une valve de gonflage qui permettent en fait de gonfler votre bourrelet afin d'assurer le maximum d'étanchéité et le maximum de confort à notre patient. Et puis, là, on arrive à une partie importante du dispositif, c'est les filtres. Les filtres, surtout en fait, il faut, à mon sens, je pense qu'il faut peut-être utiliser les filtres type HME, donc c'est les échangeurs de chaleur et d'humidité, qui sont en fait qu'on appelle communément en fait lumière artificielle. C'est le filtre patient
c'est un moyen de sécurité. Donc, il est important là-dessus, en fait, j'insiste sur ce point, c'est un moyen de sécurité obligatoire dans la mise en place de la CPAP de Bosniaque parce que ces filtres sont dotés d'un pouvoir de filtration bactérien et viral. Donc, on a une protection de plus de 99,99%. Donc, ça permet et de protéger le patient, le personnel et aussi en fait d'éviter la contamination des circuits de ventilation, que ce soit en réanimation ou bien en anesthésie. Ces humidificateurs, pourquoi ils sont intéressants? Parce que c'est des échangeurs d'humidité et de chaleur. Donc, grâce à leur pouvoir d'humidification en fait passive, c'est-à-dire que quand le patient exhale l'air, donc ça emmagasine en fait la chaleur. Et puis, donc, ça permet l'humidification de l'air quand il arrive de nouveau vers le patient. Certes, je suis en train de parler de la CPAP de Bosniaque, mais juste un message important. Ces filtres, ils ont des seuils hygrométriques. Donc, normalement, celui qui est utilisé en ventilation mécanique, d'accord, c'est les filtres à 30 mg d'eau par litre. Donc parce que c'est des filtres qui assurent en fait l'humidification des voies aériennes. Vous savez très bien que l'air qu'on inspire est réchauffé au niveau du nez, mais dans ce contexte d'intubation ou de ventilation mécanique, aussi dans la CPAP de Bosniaque, il y a de l'air ou bien de l'oxygène sec, donc il n'est pas réchauffé et du coup donc c'est pourvoyeur d'inconfort pour le patient. Vous savez très bien quand l'air est sec, vous avez une espèce de paralysie muco-ciliaire, donc le pouvoir anti-infectieux diminue, donc vous avez un pouvoir aussi en fait inflammatoire de l'air ou bien de l'oxygène sec. Donc, c'est tout bénéf pour notre patient, aussi bien sur le plan confort et tolérance, aussi bien dans l'humidification aussi des voies aériennes. Il y a aussi, en fait, on peut utiliser des filtres respiratoires, mais il faut savoir qu'ils ils ont un effet juste mécanique. Ils ont un pouvoir de filtration. Ils sont aussi efficaces que les filtres HME, mais sachez que ils n'ont pas ce pouvoir d'humidification. Donc la tolérance, elle peut être on va dire, adéquate à un autre patient. Donc, en tout cas, le message qu'il faut passer dans cette épidémie de Covid, tous les dispositifs qu'on doit utiliser, on doit avoir un filtre. C'est très important, même pour les extracteurs en fait, d'oxygène qu'on utilise d'une façon assez importante chez nous, dans notre pays, on doit leur mettre un filtre afin d'éviter dans la mesure bien sûr de possible afin d'éviter en fait la dissémination et l'aérosolisation et du coup ça peut porter en fait préjudice sur le personnel, voire en fait les patients. Je pense qu'à mon avis les patients ils ont leur accompagnateur, donc un haut risque de contamination. Donc, il y a aussi en fait un raccord droit 22M, 22F. En fait, il sert à vrai dire pour raccorder le filtre à la CPAP de Bosniaque. Après, on verra, on peut ne pas l'avoir. Peut-être, si on n'arrive pas peut-être à l'avoir, on peut demander à certains industriels qui possèdent les imprimantes 3D de vous en faire afin en fait d'assurer cette connexion entre le filtre et la CPAP de Bosniaque parce que c'est un raccord droit et du coup en fait il est recommandé d'utiliser ce genre de raccord pour permettre un meilleur raccord entre les éléments de dispositif. Donc, bien sûr, vous avez les débitmètres, donc d'oxygène et d'air. On peut utiliser en fait les 15 litres, donc on peut utiliser 15 litres, comme on peut aussi utiliser des débitmètres à 30 litres d'oxygène si on a. Alors, en plus de ça, il faut un petit raccord en Y, des tubulures de gaz de 6 mm. Donc, vous savez que
Tout à l'heure, on a vu dans la CPAP de Bozignac sur le raccord vert, on peut utiliser en fait le raccord en Y. Et dans ce raccord en fait, de Y, on peut mettre les deux tubulures afin de les connecter vers l'oxygène mural et l'air mural aussi. Donc, alors, quelles sont les contre-indications? Ça reste quand même, ça reste quand même, c'est vrai, on peut parler de contre-indications absolues, le patient comateux, les agitations, les oppositions aussi, tout en sachant que des fois sur les agitations, certains patients, on peut juste leur administrer un anxiolytique et on arrive en fait à avoir un patient moins agité, du coup, qui peut adhérer à la CPAP. Et puis, vous avez en fait tous les états hémodynamiques très instables et puis les nausées, vomissements, vous savez, donc ils risquent de faire de l'inhalation et puis les obstructions des voies aériennes supérieures. Donc ça va de soi. Donc c'est intuitif, c'est une contre-indication. Donc ça, c'est pas la peine même pas de le citer. Donc il y a aussi les contre-indications relatives, la dysmorphie faciale. Oui, bon après on peut toujours jouer avec les masques. Vous savez en fait les masques ils ont en fait ils ont en fait des jupes. On peut en fait les adapter en fonction de la taille. S'il y a de la fuite, on peut toujours jouer avec les différents en fait pansements pour réduire le maximum de fuite. Et puis en fait le rapport P sur F inférieur à 200. Oui, en cas en fait d'échec, bien sûr, c'est le patient ne sature pas très bien. Si on n'arrive pas à l'oxygéner bien, bon, il faut pas en fait s'entêter. Il faut passer à autre chose. Et puis en fait, vous avez tous les signes de détresse respiratoire avec des fréquences supérieures à 35. Et puis, quand on voit que notre patient nécessite des apports en oxygène très très importants, c'est-à-dire au-delà de 15 litres avec la CPAP, voire on peut faire pur à 100% oxygène, on peut arriver jusqu'à 30 litres d'oxygène pur. Donc là, il faut surtout prévenir le réanimateur. Il faut se préparer à ce que ce patient se dégradera et puis en fait il nécessitera certainement de la ventilation mécanique. Alors, quels sont les effets secondaires? En fait, les effets secondaires qui sont liés en fait à l'interface, c'est-à-dire au niveau des masques. Donc, des fois, les patients ils ont en fait un inconfort, d'accord, ils supportent pas bien en fait le masque. Et puis, en fait, il y a le débit d'oxygène très important qui donne un bruit assez important. Ici, en France, ils sont quand même exigeants. Des fois, ça les perturbe énormément. Et puis, en fait, il y a certains dispositifs de CPAP et de Bozignac qui ont un dispositif pour réduire de 6 décibels le bruit généré par l'oxygénothérapie. Et puis en fait, on a tous les érythèmes et les ulcérations cutanées. Et on a aussi en fait et puis surtout il y a des conjonctivites qui sont liées en fait aux fuites. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien mettre le masque au départ, de s'assurer que le masque s'accommode très bien aux patients, qu'il n'y ait pas en fait beaucoup de fuites, pour que ça soit mieux toléré sans effet secondaire sur notre patient. Et puis en fait, il y a tout ce qui est lié les effets indésirables qui sont liés au débit et la pression, donc ça va ça va un peu de soi, donc ça peut donner un peu des distensions gastriques. Il faut faire attention de toute occlusion avec risque d'inhalation. Et puis, comme on administre de l'oxygène et de l'air sec, donc on peut provoquer un assèchement des voies aériennes supérieures, d'où l'intérêt de mettre un filtre HME, échangeur de température et d'humidité. Donc, très important, maintenant on revient au volet de sécurité, d'utilisation. Donc, il faut que le personnel porte un masque FFP2 avec des visières. Ça, c'est, on va dire, ça, c'est les normes, si vous voulez. Après, je sais que des fois, ces masques peuvent faire défaut. Je sais pas, est-ce que on peut utiliser deux masques en fait chirurgicaux? À mon sens, il faut utiliser en fait la visière d'une façon en fait sine qua non, c'est d'une façon en fait systématique.
Et puis, il faut, quand on met la CPAP de Bosniaque, il faut la mettre dans une zone dédiée pour ça, séparée, on va dire, des autres services conventionnels, et voire des fois on peut faire des services avec des séparations, c'est des services qu'on crée en fait à la dernière minute, comme on l'a fait partout en fait en France. Et puis, il faut que l'accès dans ces chambres sont en fait restreints que au personnel. Et puis, donc là, il y a un paramètre qui me semble important de connaître en fait le régime de pression dans vos chambres. Il faut que ça soit, à vrai dire, si on peut le faire, pourquoi pas en fait un régime de pression en fait négatif. Si on n'y arrive pas, donc ça, vous pouvez en fait voir avec les ingénieurs des hôpitaux, ils vont jouer sur la climatisation et la ventilation pour changer les régimes de pression. Nous, on a fait comme ça durant la période de Covid, on les a transformés, nos lits certains lits de soins continus en chambres négatives, mais ça, en fait, les ingénieurs, ils ont agi en fait assez vite pour les transformer. Donc, sinon, il faut en fait ouvrir la porte, et surtout en fait pourquoi pas les fenêtres, pardon, surtout pourquoi pas durant toute la séance de la CPAP. Donc alors euh, donc on a dit que on a parlé tout à l'heure sur les chambres, ils doivent être négatifs. Si vos chambres sont positifs, il faut arrêter obligatoirement la ventilation pression positive dans votre chambre. Sinon, vous allez avoir en fait un appel d'air vers les couloirs d'hospitalisation, c'est-à-dire de la chambre vers le couloir, et du coup, vous risquez en fait de contaminer le personnel et les gens qui travaillent dans l'hôpital. Donc, on a dit qu'on reste toujours dans les précautions. Donc, les chambres, peut-être il faut les fermer, mais surtout, il faut toujours garder un œil sur nos patients. Et donc, les chambres, ils doivent être équipées, bien sûr, d'un oxygène mural. Pourquoi pas un monitorage SPO2, montage SPO2. Donc, ici, en fait, on a un peu le confort. On peut avoir une centralisation et comme ça, on surveille nos patients de loin. Mais ne serait-ce, il faut que l'infirmier fasse son tour régulièrement et prend en fait une saturation à notre patient. Et puis il faut pas le cacher. Donc les infirmières, les aides-soignantes ont un rôle primordial. On ne peut pas travailler sans les infirmières et les aides-soignantes parce que tout simplement, c'est eux qui sont en contact avec les patients, c'est eux qui leur donnent en fait les soins et les prescriptions. Donc, ils ont en fait un rôle primordial. Il faut les protéger. Il faut qu'ils soient en fait en nombre suffisant pour mieux prendre en charge les patients. Et puis, quand on ouvre ce genre d'unité, il faut au moins en fait former les infirmières, que ce soit en fait les infirmières, aussi bien en fait les médecins, parce que des fois, vous savez, quand on ouvre une unité Covid dans un service de médecine interne ou bien en fait d'endocrino, il y a certains qui n'ont pas été en fait confrontés avec ces dispositifs. Donc, il faut les former. Ça nécessite pas un temps extraordinaire. Il suffit juste en fait de donner un peu de son temps. Donc, c'est les réanimateurs, les intensivistes et les urgentistes qui peuvent jouer en fait ce rôle-là dans la formation. Et puis, c'est très important. Ces patients nécessitent une continuité des soins. C'est très important. On assure toujours la continuité des soins par des transmissions en mettant en fait des mots dans les dossiers pour que l'équipe qui vient en fait le prendre en charge le continue dans les lancers de l'équipe précédente et puis en fait de ne pas et de ne pas léser le patient et de lui donner le maximum de chances pour le soigner au mieux. Alors, donc, le montage du dispositif, donc, au départ, on connecte le filtre HME au masque de Vianney, ou bien en fait le masque, si on n'a pas le masque de Vianney, on peut utiliser les masques faciaux d'anesthésie, puis on met en fait le raccord droit 22M, 22F
au filtre et puis on raccorde directement donc la CPAP à ce raccord 22M, 22F. Et puis donc on va prendre la tubulure vert, on la raccorde on la met en fait au raccord Y. Et ce raccord Y, je vous ai dit, en fait, il est connecté à deux tubuleurs à gaz. Donc, on peut faire une tubulure pour air et l'autre tubulure pour oxygène, ou bien on peut faire oxygène-oxygène. Ça dépend de l'état de votre patient et on va y revenir incessamment peu. Alors, donc le montage de la CPAP, je vous ai montré en fait une photo. J'ai essayé en fait de les prendre avec différents types de matériel utilisé. Donc, vous voyez, on a le masque de VNI avec, puis en fait le filtre, puis le raccord. Vous voyez en fait le raccord 22M, 22F, puis la CPAP de Bosignac, d'accord. Donc ça c'est le montage, ça c'est l'idéal. Ça, c'est vraiment, c'est le confort, le mieux qu'on puisse donner à notre patient. Et puis, je sais que il faut avoir des plans B. Il faut réfléchir en fait autrement. Donc, si vous n'avez pas le raccord 22M, 22F, et vous pouvez en fait utiliser le raccord annulé des filtres HME. Par contre, là, vous allez augmenter l'espace mort et vous pouvez avoir peut-être une diminution d'efficacité de la CPAP. Je l'ai pas personnellement en fait testé, mais j'ai l'impression quand je vois ça de dire peut-être on perd un peu de pression de la CPAP qui est en fait bénéfique, cette pression qui est comme vous savez très bien bénéfique pour notre patient. Et puis on peut utiliser le filtre machine, mais sachez que il y a juste un effet de protection du personnel et de l'entourage. D'accord, mais par contre, il n'y a pas cet effet humidificateur, donc la tolérance, elle peut être moins importante. Aussi bien, j'ai fait la même chose qu'avec le masque le masque facial d'anesthésie, mais cette fois-ci, il faut avoir le harnais qui va avec. Et puis, donc, comme vous voyez, le raccord 22M qui est le raccord 22M, 22F qui est lié au filtre et à la CPAP de Bosignac. Parce que la CPAP de Bosignac, vous pouvez pas la mettre directement sur le filtre HME. Vous pouvez la mettre directement sur le masque de VNI ou le masque facial d'anesthésie. Ça, en dehors du Covid, mais en fait, quand dans le contexte de Covid, c'est très important, la sécurité doit être respectée. C'est la même chose, donc on peut toujours faire avec le masque facial un raccord annulé du filtre, et comme on peut le faire avec ce masque d'anesthésie avec un filtre mécanique. Voilà, grosso modo, comment les différents, on va dire, les différentes manières de faire cette CPAP de Bosignac en s'adaptant toujours à ce qu'on a comme matériel, tout en sachant, moi, je prône pour celle-là. C'est celle-là, c'est la première image, c'est la meilleure. Donc voilà, c'est le meilleur compromis pour nos patients. Alors, donc, maintenant, avant de mettre ce dispositif en fait sur le patient, il est important de préparer ce montage à l'extérieur de la chambre parce que il faut que nous-mêmes, on doit se protéger de l'infection. Et Dieu sait combien on a perdu de médecins chez nous, Allah yarhamhum. Et c'est triste, mais la dure réalité est là. C'est qu'en fait, on perd aussi bien des médecins, des infirmiers, des aides-soignants à cause de cette contamination. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Il faut il faut qu'il y ait une prise de conscience au sein du personnel. Il faut pas sous-estimer. Je vais vous donner juste en fait un simple exemple. Quand on a commencé à prendre en charge des Covid, on avait une interne qui a intubé un patient en urgence. Mais elle a mis son masque FFP2, mais elle a oublié en fait sa visière. Et franchement, elle était au bout de 5 jours, elle a développé son Covid, elle était chez elle pendant 15 jours. Donc se protéger
Et il faut jamais, c'est très important, toujours et toujours et toujours, il faut se protéger. Je vais vous dire aussi, en fait, une autre chose. Quand j'ai été en réanimation médicale pour aider nos confrères de l'ARIA Med, de l'ARIA Med, tout en sachant que nous-mêmes, nous avons fait aussi de l'ARIA Covid en chirurgie cardiaque. Donc, les consignes qu'on a toujours et qu'on donne toujours en fait aux autres, il y a pas d'urgence. Si le patient désature, quel que soit le degré en fait d'urgence, peut-être, je vais vous dire une chose cruelle, c'est qu'il peut mourir, mais ne prenez pas en fait de risque d'aller en fait l'intuber pour essayer en fait de le sauver parce que vous allez vous contaminer presque à 100%. Si en fait si on perd en fait les médecins, si on perd en fait les infirmières, on ne peut pas prendre en charge nos patients. Donc c'est très important. Il y a une urgence en fait, à agir pour le patient, mais il faut s'habiller correctement, il faut que vous vous surveillez mutuellement. D'accord? C'est très important. Quand vous voyez en fait quelqu'un qui rentre dans une chambre Covid, surveillez votre collègue. D'accord? C'est très important. Avant de commencer en fait la mise en place de la CPAP, il faut en fait ouvrir la fenêtre. Peut-être il faut la laisser ouverte durant toute la séance de la CPAP. Et puis les débitmètres ils doivent être fermés, c'est-à-dire que vous rentrez chez votre patient qui est avec un masque à oxygène, bien des lunettes, d'accord. Et il faut en fait stopper il faut stopper l'oxygène et commencer en fait à mettre votre dispositif. Euh, une chose très importante, c'est que avant de commencer n'importe quel soin, on se doit d'expliquer à nos patients. Des fois, c'est difficile. Je sais que c'est difficile. L'idéal, c'est de leur expliquer toujours. Mais sachez que le patient est partenaire ici. Dans la CPAP de Bosignac, dans les VNI, le patient est un partenaire en fait incontournable. Si vous gagnez sa confiance, il adhère à votre traitement et vous allez avoir des résultats. Plus le patient est calme, mieux les résultats sont meilleurs. C'est bien sûr, il est répondeur, bien sûr. Hein, d'accord. Donc, ça doit se faire en position semi-assise avec un saturomètre, un saturomètre pour voir notre efficacité. Vous coupez en fait l'oxygène du patient et vous mettez en fait le harnais du masque de VNI avec le dispositif, tout en assurant en fait l'étanchéité, comme on en a parlé tout à l'heure, et de le mettre dans les règles de l'art. Après, donc maintenant, vous avez mis en fait vous avez mis le masque avec le dispositif de Bosignac, bien sûr avec le filtre, j'insiste, avec le filtre. Donc vous allez connecter les tubulures via le Y vers les débitmètres d'air et vers le débitmètre en fait, d'air et le deuxième vers l'oxygène. Bien sûr, on essaie de s'écarter en fait du patient et puis on commence. Voilà comment maintenant comment on administre, comment on gère notre CPAP. Donc vous, ce qui est recommandé, c'est d'ouvrir en fait au départ le débit d'air, d'accord. Commencez pas par l'oxygène, ouvrez en fait le débit d'air. Vous allez en fait par palier de 6 litres, 9, 12 jusqu'à 15 litres. Donc là, vous donnez à votre patient un certain temps pour s'adapter, une certaine confiance. Vous lui parlez toujours, d'accord. Et puis, quand vous ouvrez en fait l'air jusqu'à 15 litres, généralement 15 litres d'air, ça permet en fait de générer presque entre un peu plus de 3 et demi. Et puis, vous allez en fait ouvrir le débit en fait d'oxygène pour avoir une saturation supérieure ou égale à 92%. Pourquoi? C'est très important. Là, comme vous savez très bien, l'oxygène en fait manque dans les hôpitaux, il y a un défaut en fait de pressurisation, des fois vous n'avez pas en fait le débit, donc autant en fait préserver au maximum cet oxygène. Donc il faut donner la dose, il faut assurer juste en fait les besoins requis à votre patient. N'essayez pas en fait de donner plus parce qu'on sait très bien que l'hyperoxie n'est pas favorable pour le patient. Donc mettez ce qu'il faut. Après, c'est très important, ça il faut le savoir. Après, des fois, on a besoin juste de 6 litres d'oxygène et ça permet d'avoir en fait une saturation correcte. Et des fois, en fait, on peut aller un peu plus loin
un peu plus loin, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 15 litres d'oxygène en plus des 15 litres d'air. Donc on est en fait dans un débit de gaz frais total de 30 litres. Là, sur les 30 litres, généralement, vous générez presque 10 millimètres de mercure de pression continue. D'accord? Il est important pour que ça réussisse toujours, je pense que je me fais répéter, je répète toujours, d'assurer l'étanchéité de votre masque. C'est ça qui permet en fait d'avoir une meilleure efficacité de votre thérapeutique. Donc, alors, maintenant, vous avez mis en fait votre dispositif. Si vous avez en fait le manomètre, pour moi, le manomètre, c'est bien en fait de l'avoir parce que ça permet en fait d'apprécier la PEP qui est générée par la CPAP de Bosignac. Donc, comment dirais-je, le manomètre, il se met au niveau du tuyau en fait transparent, d'accord, au décours de la séance, et là, vous mesurez en fait votre pression. Donc, il est important que dans la prise en charge de votre patient, certainement, vous avez fait une radio de thorax, un scanner, et généralement, bon, ça c'est assez connu chez les réanimateurs, vous déterminez quel est le profil de votre patient selon en fait Gattignoni, donc le profil H et le profil en fait L de la pneumonie Covid. Le profil en fait H, je vais y revenir après. Donc c'est des patients qui nécessitent un recrutement. Donc ces patients, à mon sens, il est important d'essayer de leur assurer des PEP un petit peu élevés, au-delà de 5 millimètres de mercure, 7,5, voire peut-être en fait 10. Vous voyez, moi je pense qu'à mon avis, il faut aller en titrant notre patient, en augmentant en fait les débits. Et si en fait il sature mieux avec 30 litres, avec 30 litres de gaz, de débit de gaz frais, pourquoi pas? Vous assurez en fait 10 millimètres de mercure et il sature bien. Surtout en fait les patients avec un profil H qui sont des hauts recruteurs. Et puis peut-être il faut mettre moins de PEP chez des patients qui ont un profil L de la pneumonie Covid parce que c'est des patients qui n'ont pas un gros pouvoir en fait de recrutement. C'est juste ça c'est des petits moyens pour essayer de gérer au mieux les patients. On va dire c'est des petites recettes. Et puis si vous voyez que vous utilisez en fait beaucoup d'oxygène, au-delà de 15 litres minutes d'oxygène en plus des 15 litres d'air. Donc là, vous pouvez en fait switcher directement, vous arrêtez l'air et vous utilisez en fait les 15 litres d'oxygène. C'est-à-dire que vous serez en fait à 30 litres d'oxygène. Donc vous pouvez en fait utiliser un dédoubleur d'oxygène, voire deux débitmètres d'oxygène mural. Donc la séance, elle peut aller entre 6 à 12 heures. D'accord. Si le patient en fait, le tolère bien, chez nous en fait en CCV quand on l'a utilisé cardiaque ici à Lille. Donc, on l'a utilisé à 1 heure fois 4 par jour, voire en fait 1 heure, 2 heures fois 4 par jour, plus possibilité en fait possibilité de la mettre la nuit. Et puis, par contre, il est préférable d'alterner, parce que bien sûr, d'alterner cette CPAP de Bosignac avec l'OHD, de l'optifluo si c'est possible, ou bien en fait un masque à haute concentration, tout simplement. Masque à haute concentration, ça peut faire, ça peut en fait assurer un certain confort à votre patient parce que des fois, après quelques heures de CPAP, on en a marre. Et puis en fait, vous allez voir qu'il y a certains patients qui la tolèrent H24. Après, bien sûr, n'oubliez pas qu'il faut bien en fait réhydrater vos patients parce qu'ils mangent pas, ils boivent pas. Si vous voyez que votre patient, après, attention, il faut qu'il y ait en fait la surveillance requise. Moi, je parle parce qu'il y a la surveillance, d'accord, infirmière et donc on leur donne en fait un petit peu en fait à boire à nos patients, voire en fait à manger léger parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi une part de déshydratation assez importante dans la prise en charge initiale du Covid. D'accord. Donc on y revient juste
donc le profil L de la pneumonie Covid-19. Je vous montre là un scanner avec des verres dépolis, c'est une pneumopathie, c'est le profil en fait de pneumopathie interstitielle hypoxémiante, c'est le profil L, c'est là où élastance, c'est tel qu'a été décrite par Gattinoni, donc il y a une faible élastance. Comme vous savez, donc c'est l'inverse de la compliance et l'élastance. Donc on va voir une haute compliance. D'accord? C'est des patients qui ont une compliance très élevée. C'est des patients dont l'hypoxémie est expliquée par une perte de vasoconstriction pulmonaire et hypoxique et aussi avec des problèmes de vasomotricité. Donc, on va voir des par rapport ventilation alvéolaire sur perfusion. D'accord? C'est des patients qui sont faiblement en fait recrutables. C'est pour ça ces patients on leur mettre peut-être la CPAP, mais à mon sens, il faut pas essayer d'avoir 10 millimètres de mercure de PEP parce qu'on sait très bien c'est des patients qui sont faiblement ventilables. D'ailleurs, même pour les réanimateurs, ils connaissent très bien ça. Ces patients, quand on les ventile, on leur met pas des grosses PEP, on essaie de leur mettre des PEP modérées, voire 5 de PEP, 6 de PEP. Effectivement, au départ, les gens, ils étaient en train de leur mettre des grosses PEP au-delà de 10. Et on se retrouve que c'est des patients, après, secondairement, les patients développent des barreaux et des velours en fait, de traumatisme qui sont liés à la ventilation. C'est une agression secondaire à la ventilation, ce qui aggrave le pronostic de ces patients. Et puis, je dirais juste en fait là le profil H, c'est-à-dire que le profil height et élastance, c'est-à-dire que ils ont en fait une grande élastance, c'est-à-dire une faible compliance. C'est des patients qui possèdent en fait des condensations, c'est des condensations. Et donc l'hypoxémie ici, en fait, elle est liée, quand vous voyez, à un effet chaîne très très important. D'accord. Et puis en fait, on a aussi une diminution de la ventilation alvéolaire assez importante. Et juste, je vais pas trop là-dessus. En fait, c'est là où les patients ils sont. Des fois, c'est des patients qui possèdent des condensations qui touchent presque tous les poumons. Nous, en fait, dans ces cas-là, on leur met au départ du décubitus ventral. En fait, c'est connu, c'est bien connu chez les réanimateurs pendant 16 minimum 16 heures, d'accord. Et des fois, on est obligé de leur mettre des ECMO pour leur oxygénation, ECMO, plus aussi en fait DV dans certains cas, tout en sachant que dans les formes très très condensantes, on a quand même une mortalité très très importante. Ils perdent complètement leur compliance. Des fois, ils ont des compliances inférieures à 10 et généralement, c'est des patients qui décèdent malgré l'ECMO. Voilà. Donc maintenant, comment on peut faire en fait des petits moyens pour nos patients en hospitalisation. On peut leur faire des mesures d'autopep entre 5 à 10 minutes le matin, le soir, à midi si vous voulez. Donc on leur demande, il suffit juste en fait de mettre une bouteille d'eau, vous la remplissez en fait d'eau, vous mettez en fait une paille, vous demandez à votre patient en fait de souffler, et là il peut faire d'auto-recrutement. Pourquoi pas un décubitus en fait ventral? J'ai vu, il est chez nous en fait, il faisait 2 heures à 3 heures de DV chez des patients avec des masques à haute concentration ou bien en fait de l'optiflow, voire même des fois certains avec de la CIPA pendant 2 heures fois 2 par jour, voire 3 heures fois 2 par jour ou 3 fois par jour, 3 heures fois 3 par jour. Voilà. Donc avec la CIPAP, d'accord, on peut avoir des évolutions favorables qui sont attestées par la diminution de la dyspnée et l'amélioration des matoses, et ce qui permet de faire un sevrage progressif de la CIPAP. Donc le sevrage, il se fait au sens inverse, c'est-à-dire qu'on va réduire le débit d'oxygène pour l'amener en fait inférieur à 6 litres par minute. D'accord, et puis en fait on peut en fait arrêter complètement la CIPAP. Donc c'est discutable, d'accord, c'est très important, c'est discutable parce que vous avez quand même
des patients, certes, vous allez diminuer donc le débit d'oxygène, mais il présente en fait des condensations qui nécessitent, on va dire, un coup de pouce, c'est-à-dire de la CPAP pour essayer en fait de recruter les parties condensées. Et du coup, en fait, on peut le faire jusqu'avec de l'air, d'accord, sans apporter de l'oxygène. Et puis, il faut savoir, il y a toujours en fait des évolutions défavorables. Il n'y a pas, vous savez, donc c'est pas la CPAP qui va sauver en fait le monde. Il y a une indication à mettre en fait la CPAP pour dans les secteurs d'hospitalisation dans l'épidémie Covid, mais voilà. Quand le patient ne répond pas, vous êtes à 30 litres purs d'oxygène, vous êtes à haut débit d'oxygène, il n'y a pas d'amélioration. Là, le réanimateur, d'ailleurs, la mise en il faut toujours prévenir les réanimateurs la mise en place de la CPAP, sauf protocole entre vous, voilà. Et puis quand il arrive à 30 litres d'oxygène, là il faut appeler le réanimateur pour qu'il vienne l'évaluer, peut-être à lui de juger l'admission ou non en réanimation, tout en sachant, il y a aussi en fait de l'éthique dans cette prise en charge. On va pas s'amuser à mettre 85 ans en réanimation. Donc, nous, dans notre expérience, on a utilisé la CPAP de Bosignac chez des sujets de 80, je me rappelle, on avait fait 83 ans, 85 ans, des 75, des 76 ans, comme ça. Donc, on les a utilisés avec une évolution favorable, bien sûr, tout en sachant que c'est alterné avec de l'optiflow, mais on voit très bien que c'est des patients qui répondent assez rapidement au recrutement par la CPAP. Bon, la surveillance. Bon, la surveillance, c'est comme tout patient critique, minimum, ce qui est recommandé, c'est une fréquence respi et une SPO2. Voilà, donc il faut qu'il y ait en fait des protocoles de surveillance, les horaires à déterminer. Je pense pas c'est horaire, non. Je pense qu'il faut pas mettre par heure. Je pense que mon avis, vous y arrivez pas, même nous on y arrive, on n'y arrive pas. Donc on va dire par 3 heures. Pourquoi pas par 3 heures avec prise de constante. Et puis surtout, l'infirmière, elle doit être prévenue, surtout en fait formée sur les critères d'alarme, les fréquences supérieures à 30, les SPO2 inférieurs à 90, puis on fait les balancements thoracaux, le balancement thoraco-abdominal, les signes de tirage et tout ça. Donc ça, il faut former nos infirmières. Donc, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? Donc, la PPC, donc avec la CPAP de Bosignac, permet d'avoir une PEP qui varie entre 3 à 10, qui est dépendante de débit de gaz frais, avec des FiO2 qui peuvent être très élevés, supérieurs en fait à 70. C'est un système qui s'adapte à la physiologie du patient, donc vous ne risquez pas de faire des hyperpressions en fait intra-alvéolaires et du coup donc du coup il y a absence totale de volume ou bien de barotraumatisme. Donc, en fait, il faut la mettre en toute sécurité pour notre personnel. Donc, il faut mettre un filtre HME. Le montage, il reste facile. Voilà, vous avez bien vu. Je pense que vous avez déjà l'expérience, vous l'avez déjà utilisé certainement. Et c'est pas cher parce que on a fait une petite évaluation. Si on part sur du confort, donc ça va nous coûter 52 euros avec les différents éléments, tout en sachant que la CPAP de Bosignac ici, elle coûte dans notre hôpital, ça nous coûte 32,87 euros. D'accord? Donc, tous ceux qui vous disent que la CPAP elle-même, elle coûte 500 euros, j'ai entendu parler qu'il y a certains qui la vendent à 500 euros, euh, franchement, c'est vraiment, c'est n'importe quoi, c'est du déraisonnable, je sais pas quoi, c'est des vautours qui veulent vendre la peau des patients. Voilà. Donc, et puis l'utilisation en hospitalisation conventionnelle,
est possible. Vous avez vu que c'était en fait possible avec des mesures de sécurité. Ça permet en fait de laisser souffler nos collègues réanimateurs, d'accord. Et bien sûr, ça va donner du travail aux autres, voilà. Donc il faut qu'on part du principe d'entraide entre les différents spécialistes et praticiens des hôpitaux ou bien même pas du privé. Donc, durant la crise, tout le monde, tout le monde a participé dans la prise en charge des patients. Les chirurgiens et même les chirurgiens avec l'arrêt de l'activité opératoire réglée, ils nous ont en fait aidé en réanimation. Ils ont aidé en fait les réanimateurs, ne serait-ce par faire en fait des détours dans les hospitalisations des Covid. Tout le monde a aidé à participer dans la prise en charge en fait, des patients. D'ailleurs, je me rappelle même il y avait en fait un chirurgien cardiaque, c'est un professeur, il nous a dit, il m'a dit, bon, écoute Slimane, vous partez en fait faire du Covid un peu partout. Non seulement vous ouvrez la réanimation Covid au sein de la chaire cardiaque et vous partez en fait aider dans les réanimations médicales et vous faites aussi du conventionnel d'hospitalisation, m'a dit moi ça va pas passer comme ça, même s'il faut passer une serpillère, je passerai en fait une serpillère. Il faut que j'aide, d'accord, pour vous dire en fait l'esprit l'esprit du travail des médecins. Donc il faut qu'on fasse pareil, et Inch'Allah, il y a un risque d'aérosolisation et de contamination du personnel, c'est un risque réel, donc il faut prendre ses précautions. Très important, j'insiste là-dessus. Il faut en fait bien choisir les accessoires. Attention aux masques avec fuite, donc pas utiliser les masques avec fuite intentionnelle. Et puis, n'oubliez pas que c'est un dispositif qui consomme en fait de l'oxygène. Tous les dispositifs en fait à haut débit sont consommateurs en fait d'oxygène. Ils ont des pressions de d'extraction de plus de 3 bars par minute. Et donc, du coup, il faut que le réseau soit en fait assez régulièrement en fait vérifié d'oxygénation, d'accord, des canalisations en fait, d'oxygène et d'oxygène mural. Il doit être assez souvent en fait révisé. Il faut qu'on approvisionne en fait nos hôpitaux avec l'oxygène pour assurer ne serait-ce le b.a.-ba de la prise en charge de ce Covid qui est en fait l'oxygène. Et je vous remercie pour votre attention.